Prochaine conférence, avant-dernière conférence donc de cette deuxième journée du Digital Dream Festival. Au sein de cet espace de Numérique et nous, pour les personnes qui nous rejoignent, c'est un espace donc en 2 mots qui est dévolu qui a 2 fonctions au sein du festival. La première fonction, c'est de présenter différents aspects de la culture numérique au travers de rencontres avec des experts et des expertes, dont M. Jeannin Gros qu'on va entendre tout de suite. Et la deuxième fonction, c'est donc de se réapproprier démocratiquement les différents enjeux de cette culture numérique en discutant, en débattant et en essayant d'éclaircir justement ces différentes problématiques sociologiques, politiques, économiques, écologiques que pose cette culture numérique. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette conférence suivante M. Hugo Jeannin Gros. Hugo Jeannin Gros, vous êtes professeur assistant en sciences sociales, je vais y arriver, à l'Université de technologie de Troyes, spécialisé en sociologie du numérique et en sociologie économique, et vous vous intéressez en particulier à la construction des marchés du numérique et aux usages du numérique en général. Et plus particulièrement encore, c'est le métavers qui vous intéresse et son empreinte environnementale, l'empreinte environnementale des mondes virtuels. Et c'est dans ce cadre justement que vous avez été invité par le think tank du Shift Project à participer en tant qu'expert à la production du rapport sur le sujet de l'impact numérique des mondes virtuels, rapport sorti cette année et qu'on peut consulter en ligne, qui est intitulé « Énergie, climat, quel monde virtuel pour quel monde réel ?» d'où le titre de votre communication. C'est à vous. Bien, merci beaucoup. Donc comme vous le voyez, et comme ça a été dit, en fait, je ne suis pas membre du Shift Project. D'accord, je ne suis ni membre de l'association Shift Project que je vais vous présenter après, ni salarié du Shift Project. Je suis simplement en fait intervenu sur la production d'un rapport du Shift Project en tant qu'expert extérieur. Donc le Shift Project, c'est un think tank qui se donne comme objectif de produire de l'information et de diffuser de l'information relative aux impacts environnementaux de toute une série de secteurs. Parmi ces secteurs qui sont étudiés par l'association, eh bien, on retrouve le secteur numérique. Donc, parmi les différents rapports qui ont été produits sur le numérique par le Shift Project, plus récemment, on a eu ce rapport sur les mondes virtuels. Donc, les mondes virtuels, c'est une manière de généraliser un petit peu un ensemble de technologies qui vont renvoyer à ce qu'on peut retrouver derrière le terme métaverse, qui est un terme qui est apparu il y a maintenant 3 ans et qui a été popularisé notamment par Facebook, lorsque Facebook a changé de nom pour se renommer Meta. Et le nouvel axe stratégique de Meta était le développement des métaverses. Alors les métaverses, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mondes immersifs. On va voir que ça pose un certain nombre de difficultés parce qu'en fait, je ne peux pas tellement vous le définir plus que ça. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça va être un des soucis pour en mesurer l'empreinte environnementale. Alors avant de revenir plus précisément sur l'empreinte environnementale des métaverses, je vais revenir de manière plus générale sur l'empreinte environnementale du numérique en soi. Alors, déroulé de ma présentation pour rapidement que vous puissiez un petit peu suivre les différents éléments. Je ne vais pas parler plus d'une bonne demi-heure, je pense. Je vous parle de la mesure de l'empreinte environnementale du numérique de manière générale et les difficultés associées à la mesure de cette empreinte. En fait, tout simplement, essayer de chiffrer l'empreinte énergie ou l'empreinte carbone du numérique, c'est d'une difficulté sans nom. Je vais revenir sur quelques éléments explicatifs. Après ça, je vous permettrai de poser quelques questions. En fait, ce que je vous propose, c'est d'avoir 3 petites phases de présentation. Et puis à chaque fois, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pourrez m'arrêter pour les poser. Deuxième petite phase de ma présentation, je vous expliquerai un petit peu comment on a travaillé avec le Shift pour produire cette mesure de l'empreinte des mondes virtuels. Avec un certain nombre de difficultés, donc une définition assez vague de ce que c'est des mondes virtuels, et puis un caractère assez prospectif à ces technologies, à ces ensembles technologiques, donc qui nous obligeait à travailler de manière un petit peu spécifique. Et puis dans une dernière partie, je reviendrai sur les résultats de ce rapport. Qu'est-ce qu'on doit en tirer, quelques petites choses à emporter avec soi, et puis quelques réflexions plus générales sur le rapport au numérique. Est-ce qu'on peut attendre du numérique sur le plan environnemental, et puis comment traiter avec le numérique pour qu'il soit en effet possiblement bénéfique, net sur le plan environnemental. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on peut s'amuser ou s'embêter à mesurer l'empreinte environnementale du numérique? Bien, le premier point, et ça c'est de plus en plus commun aujourd'hui, mais ça ne l'était pas il y a 10 ans, donc je reviens quand même dessus. La première idée, c'est quand même de sortir d'une vision immatérielle du numérique. Le numérique, on commence tous à en avoir de plus en plus conscience, c'est pas simplement de l'information qui circule de manière magique. Le numérique, ce sont des terminaux, ce sont des téléphones, ce sont des écrans, des ordinateurs. Le numérique, ce sont des réseaux, des réseaux qu'ils soient mobiles ou qu'ils soient fixes. Ce sont des câbles sous-marins, des câbles souterrains, des câbles aériens. Le numérique, ce sont également des serveurs,
des capacités à stocker de l'information pour pouvoir ensuite la diffuser et puis la traiter sur des terminaux. Donc chacun de ces trois ensembles a bien une matérialité qu'il faut essayer de prendre en compte. Deuxième vision de laquelle il faut sortir, une forme de solutionnisme du numérique. Penser que numériser des activités humaines, c'est ipso facto les rendre plus écologiques, les rendre plus soutenables, c'est une erreur. On va revenir là-dessus abondamment. Et puis, évidemment, après, comme d'habitude pour une association et pour un think tank, pourquoi est-ce qu'on essaye de produire des chiffres et des mesures? Eh bien, pour pouvoir informer le grand public, informer les décideurs, et puis finalement essayer de proposer des mesures, d'accord, pour pallier aux difficultés que l'on constate. Alors, quelques chiffres pour commencer, avant d'expliquer en quoi finalement tous ces chiffres ils vont être très discutables, d'accord, mais quelques chiffres. Le numérique, l'empreinte du numérique au niveau mondial, en 2021, on était à une empreinte supérieure à 2 gigatonnes de CO2. D'accord. Donc 2000 mégatonnes. Ça représente à peu près, le numérique, 4% des empreintes mondiales en termes de CO2. 4% CO2, et compte tenu de la progression actuelle des émissions du secteur numérique, on atteindra les 7% des émissions mondiales de CO2 qui seront dues uniquement au numérique, qui sont dus uniquement au numérique. En France, cette progression, elle va être d'environ 45% par rapport à 2020, sur la base 2020, d'ici à 2030. Donc on a une forte poussée, en d'autres termes, de la part de l'impact du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre, en équivalent CO2. Du côté de l'énergie, le numérique, c'est 10% de la consommation électrique française. Alors, je vous ai mis quelques chiffres français, évidemment, parce que le Shift est une association, excusez-moi, basée en France, et on travaille en général sur les chiffres monde et les chiffres français. Alors maintenant, quelle est la part relative du numérique, enfin des différents éléments numériques? Ça a été mentionné dans la présentation précédente. Dans le numérique, on va avoir un impact au moment de la production des dispositifs, et puis on va avoir un impact lors de l'usage des dispositifs. Et là, on va avoir de grandes disparités entre les pays. Au niveau mondial, on a une division 60% au niveau des usages des dispositifs, 40% au moment de la production. Si on revient simplement sur une focale France ou Suisse, parce qu'on a à peu près les mêmes mix énergétiques, hein, vous avez un mix énergétique un peu moins carboné que le nôtre, là on arrive plutôt sur du 80-20. C'est-à-dire que c'est la production essentiellement, c'est la phase de production des dispositifs numériques qui va produire de l'impact. Alors ensuite, autre manière de ventiler cette part du numérique dans les émissions, qu'est-ce qui va entre terminaux, serveurs et puis terminaux, serveurs et puis réseau produire de l'impact? Et bien finalement, le gros des impacts va venir des terminaux. D'accord ? Ce sont les téléphones, ce sont les ordinateurs, en particulier les écrans, qui vont, lors de la production puis de leur utilisation, produire cet impact, que ce soit en termes énergétiques ou en termes gaz à effet de serre. Les réseaux et les data centers, eux, vont avoir une place un peu plus restreinte. À chaque fois, on va avoir des décalages de plus ou moins 5 points de pourcentage selon les estimations. Mais en gros, on est autour de 25% pour les réseaux et les data centers et 75% pour les terminaux. Alors maintenant, tous ces chiffres que je viens de vous donner, en fait, ils sont hyper discutables. Ils sont à prendre avec des pincettes, malheureusement. Pourquoi? Alors, essentiellement, parce que de manière très générale, au-delà même de s'intéresser au numérique, quand on produit une quantification, quand on produit une mesure, en fait, on n'est jamais exact. Toute mesure, toute forme de quantification et de mesure est une construction. Pourquoi? Parce que mesurer quelque chose et produire des chiffres, c'est d'abord se donner des conventions. Qu'est-ce que je mesure? Comment je le mesure? Qu'est-ce que c'est le périmètre de ce que je mesure? En quelle unité je vais mesurer? Et chacun de ces éléments-là va pouvoir être discuté. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'une mesure est forcément fausse, mais une mesure est toujours discutable. C'est d'autant plus délicat à ce point dans le cadre du numérique. Parce que finalement, le numérique, il est partout dans nos vies. Donc si je vous dis, okay, qu'est-ce que c'est l'impact carbone du numérique? Le premier défi, c'est de dire qu'est-ce que c'est le numérique? Ça commence où? Ça s'arrête où? Plus difficile encore si je veux essayer de mesurer l'empreinte carbone d'une portion du numérique, d'un sous-système. Le Shift, par exemple, il y a quelques années, essayait de faire, avec plus ou moins de succès, une estimation de l'empreinte carbone de la vidéo en ligne. En fait, où ça commence et où ça s'arrête la vidéo en ligne?
les câbles sous-marins qui relient les États-Unis et la France pour nous permettre de regarder du Netflix ou transférer de la donnée, en fait, ils sont là avec ou sans la vidéo en ligne. Est-ce que je les compte? Comment je les compte? Quel poids je leur donne? Donc toutes ces mesures, eh bien, elles viennent avec des difficultés. Ensuite, quand on va essayer de faire ces mesures, bien sûr, on va avoir des données qui vont être manquantes, on va avoir des données qui sont protégées, des données inaccessibles. Quid? Et puis, on a différentes stratégies de mesure. Je vais aller très très vite là-dessus, mais on peut faire de la mesure dite bottom-up ou top-down. En gros, soit je m'amuse si je veux mesurer par exemple l'impact environnemental de Lausanne, soit je m'amuse à calculer le nombre d'ordinateurs et des téléphones présents dans Lausanne, puis ensuite j'accumule. D'accord? Je fais mon inférence jusqu'à essayer d'avoir une image générale du système. Soit je fais l'inverse. J'essaie d'avoir d'autres indicateurs de la consommation générale de Lausanne, puis ensuite j'essaie d'inférer le nombre de dispositifs présents. Bref, dans les deux cas, c'est extrêmement difficile. Et le problème, c'est que si on fait pour un même système, avec la même équipe, les deux types de mesures, on aura des données qui ne seront pas les mêmes à la fin. On aura des résultats qui ne seront pas les mêmes. Donc produire une mesure exacte de l'empreinte environnementale, c'est délicat. Ce qu'on essaie de produire, ce sont des ordres de grandeur qui nous permettent au moins de dessiner des trajectoires. C'est d'autant plus délicat lorsqu'on va s'intéresser au monde virtuel, pour deux raisons. La première, eh bien, c'est que les mondes virtuels ou les métaverses, donc ces mondes immersifs dans lesquels on pourrait évoluer demain selon Meta, ils ne sont pas définis. Si on regarde ce que nous dit Meta qui est le premier promoteur des mondes virtuels, les mondes virtuels, c'est l'Internet de demain. Point. C'est assez flou. Maintenant, si on regarde ce qu'en retiennent certaines institutions, que ce soit des institutions publiques, dans les échelles nationales, à l'échelon européen, ce qu'on retient des cabinets de conseil, parfois on nous dit que les métavers ou les mondes virtuels, ce sont des mondes qui sont forcément en 3D, ou pas. Ce sont parfois des mondes qui doivent être persistants, ou pas. Ce sont des mondes dans lesquels on doit avoir un sentiment d'immersion forte, mais on ne sait pas ce que c'est ce sentiment d'immersion. Finalement, le monde virtuel, ça peut être des casques de réalité virtuelle ou pas, ou ça peut être des vieux jeux vidéo comme une Game Boy qu'on aurait mis en réseau. Voilà. Donc, tout ça peut être éventuellement considéré comme un monde virtuel ou comme un métaverse. Je ne sais pas si vous connaissez World of Warcraft, un jeu vidéo qui a plus de 20 ans. Selon certaines définitions du monde virtuel, comme celle qui a été retenue par la mission interministérielle en France sur les métaverses, en fait, World of Warcraft, ça a 20 ans, c'est déjà un métaverse. Donc, c'est pas vraiment l'Internet de demain. Donc, à partir de là, nous, on a cette question, quand on veut faire notre mesure de l'empreinte environnementale, déjà, comment on définit cette bestiole avant de savoir ce qu'on va en faire? Le tout finit de manière encore plus délicate, puisqu'on a un caractère prospectif. Le métaverse, on dit que c'est une technologie qui sera là dans 10 ans, dans 15 ans. C'est une technologie émergente par bloc. Donc on ne sait pas vraiment ce que c'est, et ce n'est pas encore vraiment là. Ce sera là dans 10 à 15 ans. Évidemment qu'essayer de faire une mesure d'empreinte carbone d'une technologie qui est un peu floue, pas encore là, c'est l'horreur. Pourquoi dans ce cas-là, quand même s'atteler à le faire? Parce que les pouvoirs publics ne nous attendent pas pendant ce temps-là pour se dire « Ah, si Meta, qui est une grosse entreprise, nous dit que c'est l'Internet de demain, on a sans doute intérêt à lâcher quelques dizaines de millions dans des investissements dans le métaverse, puisqu'a priori, c'est l'Internet de demain. » Nous, on a envie de faire une première estimation, de bon, c'est au doigt mouillé, ça va être un peu compliqué de faire une estimation de l'empreinte carbone. Si vous comptez investir massivement pour que dans 20 ou 30 ans, cette technologie-là elle soit très répandue, peut-être qu'il serait intéressant de se demander ce que ça pourrait avoir comme impact. Voilà notre démarche. Si vous avez des premières questions sur ces points-là, avant que je passe à la suite, sur comment on a fait cette mesure d'impact et puis nos résultats. Merci, voilà, je ne savais pas où était le bouton pour l'allumer, bravo. Merci beaucoup déjà de ces précisions qui sont effectivement très importantes quand on considère les chiffres sur le numérique. Justement, avec ces approches bottom-up, top-down, les différentes estimations qui ont été faites, toi, tu ressens comment les estimations mondiales aujourd'hui qu'on a? Parce que pendant très longtemps, c'était des entreprises du numérique qui faisaient leurs estimations ou qui payaient des scientifiques pour les faire. Vous, par exemple, vous êtes beaucoup plus indépendant, vous êtes complètement indépendant, donc vous avez aussi une autre approche. Comment tu perçois la qualité des estimations qui sont faites aujourd'hui au niveau mondial? Deux éléments. Le premier élément, c'est que on se retrouve avec des estimations qui vont de plus en plus être, à défaut d'être vraies, puisque comme on l'a dit, il n'y a pas de vraie estimation, mais qui vont de plus en plus pouvoir être standardisées ou consensuelles, dans la mesure où, fort heureusement, on commence à avoir des institutions publiques qui essayent de faire émerger des standards. Et donc, de se donner une convention de mesure, voilà, au-delà de savoir si c'est la meilleure, c'est de se dire, au moins, on va rendre les différentes études et les propositions de différents acteurs comparables.
Pourquoi ? Parce qu'on se donne une norme sur comment on mesure, par exemple, la consommation d'un ordinateur, d'un processeur. Est-ce que je mesure au niveau du processeur ? Est-ce que je mesure à la prise de l'ordinateur ? Voilà, des choses aussi bêtes que celle-ci. Donc on se donne petit à petit des conventions, notamment en France, à travers les travaux que font l'ARCEP et l'ADEME, avec des missions qui sont chargées explicitement de produire ces conventions et qui vont faire intervenir en leur sein, donc ces missions qui essayent de produire ces standards, à la fois des associatifs, des chercheurs, des industriels, mettre un peu tout le monde autour de la table pour se donner au moins une capacité à comparer les différentes estimations. Donc sur ce point-là, on avance, doucement, mais on avance. Ça n'existait pas il y a 3 ans, on a des standards qui commencent à arriver aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, il y a un petit progrès. Le deuxième, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des industriels qui produisaient des chiffres. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, produire des chiffres, même s'ils ne sont pas tellement finalement plus exacts que ceux des industriels. Ils sont plus indépendants, oui. Savoir s'ils sont plus exacts, c'est une autre question. En tout cas, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça force les industriels aussi à réagir. Si on n'a pas les mêmes résultats, pourquoi on n'a pas les mêmes résultats ? Et donc soyez peut-être un peu plus clair, plus transparent sur votre manière d'obtenir vos résultats. Et là, pareil, on pourra arriver à des formes de comparaison. Je crois que nous brûlons de savoir comment vous avez justement calculé ces... Eh bien, on reprend. Donc, comment on s'est lancé là-dedans ? Déjà, pourquoi on s'est lancé sur les métaverses ? Donc, comme je vous l'ai déjà dit, il commençait déjà à y avoir des investissements publics sur le domaine, que ce soit en France au niveau régional, au niveau national, et puis au niveau de l'Union européenne. Et puis, on voyait apparaître des rapports et des recherches, alors souvent financés également par des industriels, avec des titres sympathiques comme cet article de Ning Zhao en 2024. En gros, grâce au métaverse, on va économiser 10 gigatonnes de CO2. Très bien. En fait, comment on fait ça ? C'est simple, on regarde tout ce que le métavers pourrait éviter éventuellement comme pratique, toutes les pratiques qui sont émettrices de CO2 contemporaines. On dit voilà, on fera plus de déplacements en avion pour faire des conférences, puisque de toute façon on va faire des visioconférences méta, et ces méta visioconférences vont éradiquer l'avion. Donc à partir de là, super économie. Évidemment, ça pose un problème. L'idée, quand on a envie de comprendre ce qu'une technologie a comme impact, il faut qu'on mesure ses émissions induites. En gros, qu'est-ce que ça pèse ? Dans le cas, par exemple, d'un métavers qui serait fait de casques de réalité virtuelle, qu'est-ce que ça pèse dans l'impact des casques de VR ? Et puis, de l'autre côté, oui, il faut retrancher les émissions qui vont être évitées. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut éviter comme émissions grâce à cette nouvelle technologie ? Comment on a fait, nous, pour aborder donc, ces métavers qui sont à la fois flous et futuristes ? Eh bien, on a attaqué de 2 fronts simultanés. Le premier, c'est de se dire il faut qu'on qualifie ces mondes virtuels, c'est-à-dire qu'on essaie de les caractériser, de décomposer ce qui, technologiquement, produit ce qu'on appelle ces métaverses. De l'autre, il faut essayer de qualifier les usages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ces métaverses tels qu'ils vont être définis dans différents scénarios. Les caractéristiques des mondes virtuels, finalement, on peut en isoler quelques-unes à partir de la recherche. La simultanéité, donc le fait de pouvoir se parler en temps réel, le fait d'être en immersion, le fait de virtualiser de l'environnement, le fait d'être, dans certains cas, persistant. Et puis, à défaut d'avoir une définition des métaverses qui nous permet de faire une liste exhaustive, on peut se dire que pour un cas d'usage donné, on aura une de ces caractéristiques qui va rentrer en jeu, une ou plusieurs de ces caractéristiques. Donc on a fait une liste des caractéristiques possibles des mondes virtuels, une liste de cas d'usage qu'on peut retrouver dans la littérature, soit dans la recherche, soit par des promoteurs de ces mondes virtuels. Donc on a listé un certain nombre, les conférences et réunions en ligne, les jeux vidéo, les achats en ligne, les expériences culturelles, par exemple pouvoir visiter un musée avec de la réalité virtuelle augmentée, les jumeaux numériques, la pornographie en ligne, la formation, l'apprentissage, etc. Pour chacun de ces cas d'usage, ce qu'on a fait, c'est une revue de littérature, d'accord, et puis la construction de scénarios. Je vais revenir là-dessus après. Donc on avait une liste de caractéristiques potentielles, des cas d'usage, et on s'est amusé à construire ce qu'on appelle une matrice. Alors c'est pas du tout une matrice, parce que c'est la base une matrice, c'est un rectangle, c'est pas du tout un petit rond, ce serait plutôt une boussole, mais on l'a appelé la matrice parce que ça fait cool. Dans la matrice, on a un certain nombre de caractéristiques de ces mondes virtuels. Ces mondes virtuels, ils peuvent par exemple nécessiter de la simultanéité, de la persistance, de la virtualisation, ils ont différentes tailles, ils sont plus ou moins immersifs. Chacune de ces caractéristiques, elle va être rattachée à un certain nombre de secteurs du numérique sur lesquels elle va avoir un impact.
Par exemple, pour avoir une coexistence physique et numérique, il nous faut des terminaux IoT. Si on veut de la virtualisation, il va nous falloir à la fois mobiliser des terminaux, des réseaux et puis des centres de données. En gros, pour chaque caractéristique qui serait mobilisée dans un cas d'usage donné, quelle partie des secteurs numériques on va toucher. Je vous prends un exemple. Et donc à partir de là, ce qu'on fait, c'est pour chaque cas d'usage, essayer de produire un scénario et recomposer les caractéristiques qui vont être mobilisées pour arriver à une estimation d'empreinte. Je vous prends un exemple, la métaconférence. On a plein de promoteurs des métaverses qui nous expliquent qu'un des points forts, ça va être la métaconférence, donc la conférence en ligne immersive. Fini les visios sur Zoom, on aura un casque de VR et ce sera super immersif les conférences. Ces cas d'usage-là, ces scénarios présentés par les industriels, on les prend au mot, on se dit d'accord, vous les décrivez. À partir de leur description, nous, on peut reconstruire les différentes caractéristiques qui sont présentées dans ces scénarios. On sait que ça va être immersif, qu'il faut que ce soit simultané pour pouvoir faire une visioconférence immersive. Il faut qu'on puisse avoir un point d'accès à ces visios, et puis il faut qu'on ait de la virtualisation. Par contre, par exemple, la persistance, on s'en fiche. Pas besoin de persistance pour faire une petite visio. Donc, on a nos caractéristiques. À partir de ces caractéristiques, on applique notre matrice pour retrouver les effets induits. On sait que pour avoir de la simultanéité, de la localisation, de la virtualisation et de l'immersion, on va toucher des terminaux immersifs, des casques de VR, des terminaux, des réseaux, des centres de données, des réseaux encore une fois, centres de réseau, terminaux, données. On sait qu'avec la métaconférence, on touche tout. Les terminaux classiques, les centres de données, les réseaux, et on a besoin de casques VR. À partir de là, nos petits ingénieurs du Shift, là c'est là que moi je m'arrêtais parce que je fais des sciences sociales, c'est pas mon boulot. On avait tous nos super ingénieurs qui sortaient leurs super calculettes et puis leurs sources de données, qui pesaient ce que l'empreinte carbone d'un scénario donné. Et puis à partir de là, on a nos émissions directes induites, et puis reste à essayer d'imaginer ce qu'étaient finalement les émissions évitées grâce à cette technologie. Voilà à peu près la démarche qu'on avait pour essayer de mesurer l'empreinte carbone du numérique. Alors une des grandes questions, c'est quel scénario on utilise finalement. Pourquoi on mobiliserait tel ou tel scénario? Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'excluait aucun scénario. Que le scénario nous semble à nous crédible ou pas, par exemple 10% des conférences se feront en conférence en réalité virtuelle dans 10 ans, ou dans 30 ans, 100% des humains seront équipés en casque de réalité virtuelle. Peu nous importe. Tous ces scénarios sont mobilisables. Ce qui nous intéressait notamment, c'était de prendre au mot les promoteurs de technologie. Pour que Meta arrive à convaincre l'Union européenne d'investir dans les métaverses, Meta fait publier des rapports. Des rapports dans lesquels il y a des promesses en termes, par exemple, de croissance de PIB. Dans le cas de Meta, on a un rapport de Christensen en 2023 qui a été financé par Meta. Et on donne pour chaque partie de l'Union européenne ce qu'on peut attendre en termes de croissance grâce au métaverse. Ces rapports-là, ils s'appuient sur des hypothèses de déploiement de ces métaverses, de nombre de casques de réalité virtuelle qui vont pouvoir être vendus. Nous, c'est simple, on prend le scénario. Si on veut les points de pourcentage de PIB du scénario Meta, il faudra également qu'on se confronte aux impacts environnementaux de ce même scénario. On veut juste mettre en regard les impacts environnementaux avec les promesses des industriels. Voilà pour cette deuxième phase, un petit peu d'explication. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué d'aller vite sur ce sujet-là. Y a-t-il des questions pour cette deuxième étape de la présentation? Oui. Oui, juste à la séance de questions précédente, il y a eu la question de... Enfin, vous avez parlé du fait qu'il y avait des standards qui permettaient du coup maintenant de comparer les études entre elles parce que tout le monde avait les mêmes échelles, on va dire. Et puis juste après, vous avez enchaîné ici en parlant de quantifier les gains énergétiques justement des technologies qu'on abandonnait au profit des métaverses. Et puis là, si je sais pas, je prends un truc vraiment basique, mais genre le papier. Si on arrête d'imprimer parce qu'on n'a plus besoin de livres, de rapports ou de quoi que ce soit, parce que tout se fait de manière digitale dans le métaverse, là du coup on parle de complètement autre chose. Et je comprends pas comment, enfin de nouveau je pense que c'est questionnable comme vous disiez, hein, mais comment est-ce qu'on fait une comparaison la plus juste possible alors qu'au final on parle de... quelque chose de numérique, quelque chose de physique, et puis c'est difficile à quantifier en comparaison.
Ouais, il y a la question des unités qui peuvent rendre compatibles, donc par exemple, tonne équivalent CO2 d'une pratique. Donc ça, c'est l'unité de mesure qui va nous permettre de comparer. En revanche, bien évidemment, une des grandes difficultés, ça va être de connecter des bases de données qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas une seule base de données au monde qui va vous donner la consommation ou l'ACV, enfin l'analyse de cycle de vie et l'impact carbone d'un casque de réalité virtuelle sur un an, et en même temps le papier, par exemple, pour pouvoir comparer les deux. Donc on est obligé de travailler sur des sources qui vont être hétérogènes. Et ça, c'est une des grandes difficultés. Après, il ne faut pas confondre par ailleurs, je ne sais pas ce que vous avez fait, hein, mais ça me fait penser à ce point-là. Il ne faut pas confondre le fait qu'on puisse de plus en plus comparer des mesures pour des éléments similaires. Par exemple, comment je calcule la consommation d'un processeur, où là, on commence à avoir des standards, avec le fait d'avoir des scénarios qui, eux, sont compatibles. Là, pour le coup, les scénarios, par exemple, d'usage d'une technologie, est-ce qu'en 2030, il y aura 100 000, 1 million ou 10 millions de casques de réalité virtuelle en circulation? J'en sais rien. Et personne n'en sait rien. À partir de là, on fait de la prospective, c'est-à-dire qu'on pose des scénarios, on se dit scénario 1, il y aurait 100 000 casques, scénario 2, 1 million de casques, scénario 3, 10 millions de casques, et on voit ce que donneraient les résultats dans les différents scénarios, dans les différentes hypothèses. Merci. Oui, justement au sujet des scénarios, dans l'exemple que vous donnez en l'occurrence, mais il y en aurait d'autres, donc se base beaucoup sur l'idée de substitution. Donc on va substituer des déplacements physiques à des réunions virtuelles, etc. Or, l'histoire de l'énergie et de l'environnement montre que la logique est plutôt d'accumulation. Donc on va continuer à se déplacer, mais en plus faire des réunions virtuelles, etc., pour différentes raisons, soit pour des raisons parce que les déplacements vont servir à autre chose, soit pour des questions d'effet rebond, parce qu'on aura moins besoin de se déplacer professionnellement, donc on va le faire plus pour le tourisme ou peu importe. Donc est-ce que vous prenez en compte dans l'élaboration du gain énergétique et carbone du métaverse le fait que en fait, ça va certainement répondre en partie à une logique accumulatrice plus que de substitution? Eh ben, je vais y arriver juste après avec les résultats. Mais en effet, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire que non seulement estimer l'empreinte d'une technologie, c'est une catastrophe à faire, on l'a expliqué. On peut, en se donnant quelques bases de scénarios, aboutir à des chiffres. Ce qui est encore plus difficile, c'est d'estimer le niveau réel de substitution ou le niveau d'effet rebond. Ce sont des choses qu'ont tenté de faire l'ADEME et l'ARCEP au niveau des déplacements, par exemple, de l'effet du télétravail sur les déplacements, et finalement d'essayer de comprendre ce que sont les déplacements qui sont effectués, qui n'auraient pas été effectués si on avait utilisé sa voiture pour aller au boulot. C'est assez délicat à faire, ça demande beaucoup de pincettes, mais pareil, on commence à avoir des méthodes qui apparaissent pour faire ces effets rebonds, et bien sûr, pour prendre en compte ces effets rebonds et les effets de substitution, et bien entendu, ouais, qu'il faut les prendre en compte, et ça fait partie des éléments que je vais mentionner tout de suite. Mais du coup, peut-être j'enchaîne là-dessus, parce que ça me semble être une excellente transition. Donc les résultats pour nous de ce rapport vis-à-vis des mondes virtuels, eh bien, mais qui finalement s'applique de manière générale au numérique. Hein. On va engager un travail normalement sur l'intelligence artificielle cette année. Je pense qu'on a une partie de ces conclusions qui risque de revenir, même si on ne met jamais la charrue avant les bœufs. Le premier point, donc, c'est le fait que si on fait un déploiement indifférencié des métavers, qu'on dit, bon d'accord, banco, Meta nous dit que le métavers, c'est de belles opportunités en termes de PIB, les États européens, clairement, manquent de souffle du point de vue économique, de leur point de vue, pour maintenir une croissance et un taux d'emploi important. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut des relais de croissance. Ces relais de croissance, Meta nous les promet à travers les casques de réalité virtuelle. On finance les casques de VR, on a plein de casques de VR, et on est content, c'est pas grave, c'est du numérique, ça pollue pas. Ça, ce sera un problème. Si on prend l'optique d'un déploiement indifférencié des mondes virtuels, on est clairement incompatible avec une trajectoire résiliente. Simplement, si on prend par exemple les chiffres du rapport Meta, donc je crois que le rapport Meta se basait sur l'hypothèse que la courbe d'adoption des casques de réalité virtuelle en Europe serait la même que celle des téléphones portables, qui a été extrêmement importante. Donc c'est une hypothèse sans doute farfelue, hein, bien trop optimiste. Mais donc, ce qui permet à Meta d'afficher une vision future de leurs bénéfices qui sera extrêmement importante, et pour les États européens économiques très importante, c'est une vision assez farfelue, mais qui nous amènerait dans le même temps à produire environ 450 à 500 mégatonnes de CO2 en plus par an, c'est-à-dire en fait au niveau mondial, ça produirait une France en plus d'émissions carbone, juste pour des casques de réalité virtuelle.
environ 1% de la pollution mondiale. Donc ce serait une vraie difficulté. On est clairement dans un cadre incompatible avec une trajectoire résiliente vis-à-vis de la contrainte carbone. Deuxième logique, c'est que pour pouvoir évaluer cet impact, eh bien, on doit passer par des cas d'usage. Des cas d'usage avec des contextes d'utilisation, pour savoir si ces cas sont un petit peu pertinents. Ensuite, cette évaluation, elle nécessite de segmenter technologiquement ces cas. On l'a vu avec notre histoire de boussole, se dire que finalement si le métaverse c'est 2 millions de personnes en train de jouer à des jeux vidéo avec de la grosse puissance de calcul, ou si c'est quelques sessions de 10 personnes en train de faire de la réalité virtuelle pour faire une réunion immersive, on ne va pas être dans les mêmes impacts. D'accord. Et puis finalement il va nous falloir orienter les offres futures et nos choix technologiques en fonction de cette volonté de trajectoire résiliente. Un certain nombre d'attentions particulières qui doivent être portées, celles que vous avez mentionnées notamment, l'effectivité de la substitution. Zoom, par exemple, Zoom et les différentes solutions de visio n'ont pas fait baisser le trafic aérien mondial, civil comme professionnel. Le trafic mondial du professionnel de l'aviation continue d'exploser, alors même qu'on a plein de solutions de visioconférence. On ne sait pas trop pourquoi le casque de réalité virtuelle permettrait de résoudre ce problème. Un des arguments des promoteurs de la réunion immersive, c'est de dire c'est parce que justement les réunions en zoom sur un écran ne sont pas assez immersives. Donc si on rajoute un terminal en plus, des lunettes de réalité virtuelle, là, la réunion deviendra vraiment immersive, là, on aura l'impression d'être ensemble, donc là, on n'aura plus besoin de se déplacer pour aller en réunion. C'est un pari, on n'est pas persuadé qu'on puisse le faire. Deuxièmement, on a des alternatives technologiques à équivalence d'usage. Si on veut rendre des réunions plus immersives, ou faire par exemple des conférences en ligne, eh bien, ces conférences en ligne, on peut très bien les produire avec des terminaux déjà existants. Je prends un exemple, Gatherton, c'est une solution qui permet de faire des petites conférences avec des personnages, simplement en ligne. C'est censé être plus immersive qu'une réunion visio classique. Simplement, ça mobilise un ordinateur. Ça mobilise un ordinateur sans carte graphique, avec un processeur peu puissant, ça marche. On a déjà une forme d'immersivité en plus. Là où un casque de réalité virtuelle, ce sont des écrans supplémentaires. Un casque de VR annuellement, on a eu une ACV produite par un groupe en France, le CEPIR, c'est environ 90 kg de CO2. Donc si on peut éviter d'ajouter un casque de réalité virtuelle à des ordinateurs, on est content parce qu'il y a peu de chances que les casques de VR remplacent les ordis. Et puis enfin, les effets rebonds que vous avez également mentionnés, également appelés paradoxe de Jevons, c'est-à-dire que plus finalement une solution va être efficiente et plus on va l'utiliser, ce qui fait qu'au final, en net, on va se retrouver avec une plus grande mobilisation. On peut le voir assez facilement avec les puissances de calcul. On a des processeurs aujourd'hui qui sont de plus en plus efficients, qui consomment de moins en moins. Qu'est-ce qu'on fait? On met encore plus d'unités de calcul, tout simplement, pour avoir plus de puissance. Ensuite, des effets d'offre et d'usage. Ce qui est assez intéressant avec les métavers, c'est que c'est mobilisé. On mobilise les métavers pour justifier l'existence et l'importance de produire de la 5 et de la 6G. Parce qu'on va avoir besoin de faire transiter de plus en plus de données. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les rapports sur la 6G, pourquoi il faudrait faire de la 6G, il faudrait la faire pour pouvoir faire le métaverse, parce que le métaverse n'existera pas sans la 6G. Et en fait, finalement, quand on regarde le métaverse, les entreprises de métaverse ont du mal à faire une chose, c'est trouver des usages. Un des grands problèmes, c'est quels usages on pourrait avoir de la VR. On tente plein de choses, on n'en trouve pas vraiment. Moi, je suis dans une école d'ingénieurs, on a plein d'étudiants qui veulent travailler sur les métavers et l'IA, et la plupart des stages se terminent, ou des expériences se terminent par c'est pas vraiment très utile, mais on se dit que ça pourrait être intéressant un jour pour des choses. On ne sait pas trop quoi. Puis quand on s'interroge avec des personnes de chez Orange ou de Google qui travaillent sur les réseaux du futur, ils nous disent en fait, une des difficultés, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi on aurait besoin de faire transiter autant de données. Donc on n'a pas d'usage des réseaux, on n'a pas d'usage des métavers, mais finalement chacun permet de justifier l'autre. Si on a des gros réseaux, ce sera bien pour métavers, puis des gros métavers auraient besoin de gros réseaux. Je vais passer là-dessus. On n'a pas évoqué un élément, je reviens juste 2 secondes là-dessus, mais tu l'avais mentionné dans ta présentation juste avant, l'enjeu des terres rares. Une autre des difficultés de ces mondes virtuels qui ont un impact bien réel, c'est que ces casques de VR, ces terminaux en plus, mobilisent, comme tous les autres terminaux numériques, des minerais qui ne sont pas illimités. Et puis on va arriver dans les prochaines décennies à des conflits d'usage. À un moment, il faudra se demander si on veut faire des casques de VR ou si on veut faire des IRM.
Et puis, quand il va falloir choisir, la question sera comment on choisit le type d'allocation de ces biens rares. Et on a des manières d'allouer les biens rares, classiques dans les démocraties occidentales, c'est le marché. Simplement, le marché va avoir ses limites quand il va falloir choisir entre IRM et VR. Donc, un des enjeux un peu plus loin, là je me détache du shift, c'est à titre personnel, puisque le shift est en général bien plus neutre politiquement qu'ont besoin de l'être chacun de ses membres. Mais finalement, ça pose la question de la place de la détermination collective des besoins prioritaires. Est-ce qu'on a plus besoin de VR ou d'IRM, par exemple? Merci à tous. Merci infiniment Hugo pour cette présentation du dernier rapport donc, du Shift Project pour lequel tu étais invité à collaborer. Stéphanie Missonnier a une question. Merci beaucoup pour votre présentation, c'est très intéressant. Je vais poser une question qui est plus large que le métaverse et qui rebondit un peu sur votre dernière slide. Là. Et puis peut-être que Joanne aussi, tu pourras répondre, j'aimerais bien avoir ton avis aussi. Quand on regarde le site de l'ONU, clairement, et puis dans les dernières conférences aussi depuis quelques années maintenant, il promeut le digital et l'innovation numérique comme une des solutions. Alors, une des solutions justement pour atteindre les SDG, donc les objectifs de développement durable. Et si on regarde grosso modo, ils avancent parfois quelques chiffres comme quoi l'innovation numérique, le numérique pourrait permettre d'atteindre 80% des objectifs de développement durable. Ils prennent quand même des précautions en disant oui, mais il peut y avoir des impacts, donc il faut un usage raisonné, etc. Qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Je serais vraiment intéressée d'avoir votre réflexion à tous les deux par rapport à ça. Est-ce que c'est du solutionnisme technologique ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut prioriser ? Mais comment on priorise ? Parce que clairement, c'est sûr, l'AI, on voit que ça peut avoir des effets assez bénéfiques parce que ça permet de compiler des données et puis d'avoir des informations éventuellement qu'on ne pourrait pas avoir sans. On sait par ailleurs aussi, il y a pas mal de publications scientifiques qui montrent que certaines applications, le numérique peut changer des comportements et rendre les citoyennes plus ouvertes à certains usages et aux impacts de leur activité quotidienne, etc. Donc voilà, donc c'est un peu ma question un peu globale par rapport à ça. J'aimerais bien avoir votre point de vue par rapport à ça. Pour moi, deux éléments de réponse. Le premier, c'est la question de la détermination des besoins et donc de la place qu'on laisse au marché dans la manière de déterminer les besoins. Dans quelle mesure on se donne la capacité et on s'autorise à finalement interdire ou non certains types de technologies, interdire ou non certains types d'usages. C'est vu comme brutal, je sais qu'on est dans une société maintenant de l'incitation, mais à un moment peut-être qu'il faut interdire certaines technologies, certains usages. Et en parlant des usages, pour moi le deuxième élément de réponse, c'est qu'il faut repartir des usages. C'est-à-dire que évidemment que certaines technologies peuvent avoir un intérêt, y compris environnemental. Au-delà de l'atteinte des SDG, on a un intérêt. L'IT for Green, c'est aussi de vraies choses, même s'il y a tout un tas de greenwashing. Et donc, il faut repartir des usages. Et là, on peut connecter cette question du manque d'usage de certaines technologies qui sont promues, mais ça va au-delà du seul numérique. C'est-à-dire que si on reprend les travaux de Pierre-Benoît Joly, moi qui m'intéresse en sociologie des sciences, on est dans une ère des promesses technoscientifiques. L'idée, c'est que au-delà même d'avoir un dispositif qui puisse servir à une chose un petit peu identifiée, on a des dispositifs qui sont avant tout des promesses destinées à produire des levées financières et à déclencher de l'investissement public. Pas seulement déclencher de l'investissement privé, mais aussi déclencher de l'investissement public. Si Meta insiste tant sur l'intérêt des métaverses, c'est pas seulement parce qu'ils essayent de lever des financements dans le privé, c'est aussi parce que produire un écosystème qui permettrait aux métaverses de devenir réels, c'est convaincre les régions d'investir, les États d'investir, l'Union européenne d'investir. Et ça, pour l'instant, ça marche, malheureusement. Et c'est vraiment tout ce régime-là de la promesse technoscientifique qui finalement vient jeter le trouble, pour moi, oui, sur des technologies qui, en effet, pourraient avoir un impact tout à fait intéressant. Ouais, je trouve que la réponse d'Hugo est déjà excellente et je ne sais pas si je peux rajouter grand-chose, mais peut-être effectivement se poser la question de quel numérique on parle et de quelle utilisation du numérique on fait ou est faite. Il y a quelqu'un en HEC qui a dit une chose que j'aime bien en disant le numérique c'est ni bon, ni fondamentalement bon, ni fondamentalement mauvais, ni neutre.
Et c'est bien, parce que c'est la première fois que je voyais tous ces éléments mis ensemble. C'est pas fondamentalement bon parce que, de toute façon, le numérique, c'est pas bon en soi. C'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas on va en faire et de toute façon les résultats seront positifs. Ça va de toute façon apporter du bien, pas forcément. C'est pas fondamentalement mal non plus parce que c'est pas non plus l'œuvre du démon et puis, ça va pas forcément avoir que des impacts négatifs. Mais c'est pas neutre parce que ça donne une certaine direction, ça donne une certaine vélocité, ça appelle à certains usages et ça nous bloque dans certains usages. Et donc j'ai l'impression que quand on pense aux SDGs, aux objectifs de développement durable, et qu'on pense aux outils numériques pour pouvoir les atteindre, il y a peut-être au moins 2 questions à se poser. C'est c'est quoi les conséquences de toute façon que ces outils vont avoir ? Parce que vu que c'est pas fondamentalement bon, il y aura forcément des conséquences. Puis ça, je crois qu'on en est de plus en plus conscient qu'il y a un peu une myriade comme ça de conséquences qui vient lorsqu'on lance un outil technologique, mais numérique en particulier, sur une problématique. Et puis, deuxièmement, c'est quoi les usages qui en seront faits ? Facebook, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça permette d'atteindre un quelconque objectif de développement durable, même si Meta adore dire que ça connecte la planète, etc. À mon avis, la balance, elle n'est pas du tout positive. Peut-être l'exception près, et c'est un peu la discussion qu'on avait hier et que j'ai entendu pour Instagram, par exemple, qui est très populaire chez les jeunes. Il y a une possibilité d'utiliser Instagram pour des choses qui sont positives. Si on suit les bons comptes, j'ai quelqu'un qui m'a, alors c'est anecdotique, mais qui m'a rapporté cette histoire récemment. Une personne qui n'était jamais allée sur Instagram, qui voulait y aller pour voir les mêmes choses que ses amis, et qui, en l'espace d'1 année et demie, est devenue super féministe, super à jour sur les questions d'impact écologique, etc. Parce que toutes ses amies lui ont fait suivre les comptes qu'il fallait pour pouvoir s'ouvrir sur ces questions-là. Donc, pour moi, c'est en tout cas les 2 questions qui font poser. Et puis, je pense que Hugo, tu l'as très bien dit, ce qui est mis en avant en ce moment, c'est pas des outils qui sont là pour le bien de l'humanité ni de la planète, c'est des outils qui sont là pour lever un maximum d'argent et qui sont pilotés par des entreprises qui sont cotées en bourse et qui essayent de faire un maximum de profit. Voilà, en tout cas une partie de réponse. D'autres questions ? Moi, j'avais peut-être juste une question en termes de temporalité, puisque le rapport a été mis en ligne, donc est public, a été mis en ligne en mars, sauf erreur. Est-ce qu'il y a déjà eu des réactions, soit de la part des médias, soit de la part des politiques, soit de la part peut-être déjà des entreprises ? Dans quelle mesure et comment est-ce que... Je suis trop près de l'enceinte. Et comment est-ce que vous envisagez de traiter justement ces différentes réactions ? Alors, ça, c'est un point sur lequel je vais malheureusement avoir du mal à vous répondre parce que ce n'est pas moi qui me suis occupé du suivi ensuite du rapport. On a Marlène qui devait venir, qui n'est pas là, qui, elle, pour le coup, est au cœur du réacteur. Je sais que le Shift est en train... Donc, petit à petit, en fait, les activités du Shift l'ont amené à pouvoir être intégrées à un certain nombre de réflexions et de missions, y compris dans des cadres officiels. On parlait tout à l'heure, par exemple, de l'émergence des standards, par exemple, des missions sur la production de standards de mesure. Voilà, Hugues Verboeuf, qui chapeaute en gros les rapports sur le numérique au Shift, se retrouve à être membre de cette mission. Donc ça, c'est un des impacts du Shift. On est content quand ce qu'on produit peut être au moins cité dans les rapports des institutions européennes, ce qui montre au moins qu'ils se sont posé la question de l'impact environnemental. Mais je ne saurais pas vous dire si aujourd'hui, quelques mois après la publication de ce rapport, les effets ont été réels. Surtout que, en ce moment, ce qui est intéressant avec les métaverses, c'est qu'ils ont été absolument éclipsés depuis 1 an par l'intelligence artificielle. Ce qui n'a pas mis en sommeil pour autant les programmes d'investissement de l'Union européenne, mais ce qui a mis en sommeil toutes les missions chargées de produire de la réflexion sur le sujet. C'est encore trop tôt pour se prononcer, donc. Ouais. Autre, oui, allez-y. J'avoue que c'est aussi une question un peu basique parce que je ne sais pas à quel point je suis bien renseigné ou pas. Sans avoir suivi en détail l'évolution de ces métaverses depuis qu'ils ont été annoncés et que Facebook est devenu Meta, par exemple, moi, ce que j'en ai lu et ce que j'en ai entendu, c'est que ça a de loin pas eu le succès qu'ils espéraient. Donc tous ces discours peut-être du nombre de millions de personnes qui auront un casque, ils ont voulu vendre un casque, il me semble, Facebook, et ça n'a pas marché. Mais en même temps, vous dites que les encouragements à des investissements publics, là-dedans, eux, fonctionnent encore. Donc où est-ce qu'on se situe là au milieu ?
Et puis, plus en lien avec votre analyse que vous avez faite dans ce rapport, est-ce qu'il y a un scénario qui, pour le coup, ne correspondrait pas aux promesses des créateurs de métaverse, mais plus à une espèce de tendance réelle, chiffrée actuellement, qui a pu se dégager parmi vos scénarios que vous avez étudiés? Alors, pour les tendances et voir si, en gros, nos scénarios sont intéressants ou pas, ça, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Pour ceux qui avaient été produits de manière générale sur l'évolution de l'impact du numérique, un rapport, si je me souviens bien, je ne sais plus si c'était 2019 ou 2021, je crois 2021. Là, on a donc un peu plus de recul et les derniers chiffres sont congruents avec les estimations qui avaient été produites par le Shift. Donc voilà, sur le rapport qui avait été fait sur les évolutions générales de l'impact du numérique, les estimations du Shift étaient plutôt bonnes. En tout cas, la tendance était la bonne. Sur les métaverses, beaucoup trop tôt pour le dire. Surtout qu'on a construit vraiment tous ces scénarios justement en insistant sur le fait que notre question n'était pas de savoir dans quelle mesure ils étaient crédibles. Des scénarios les plus optimistes aux plus pessimistes en termes de production de gaz à effet de serre, on s'est pas prononcé nous sur la probabilité de chacun de ces scénarios. Ce qui nous intéressait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment de prendre les industriels au mot. Si on veut cette croissance-là grâce au métaverse en refilant des cases de verre à tout le monde, voilà le prix environnemental à payer. Nous, c'est plus ça la démarche. Maintenant, vous pouvez me redonner le début de votre question, s'il vous plaît? Oui, en fait, moi, c'est ça qui m'a amené dans ce rapport et c'est ça qui m'avait amené à m'intéresser au métaverse. C'est que je m'intéresse depuis assez longtemps aux échecs technologiques. Donc, quand j'ai vu ce monde virtuel avec métaverse qui me disait c'est l'Internet de demain, on sera tous baignés dans un monde virtuel, je me suis dit super, ça n'a aucune chance d'arriver, c'est complètement débile. Donc, il faut que je m'intéresse à ça. Et finalement, ce que je trouve intéressant, moi, dans chacun de ces blocs technologiques, et de ce point de vue, l'IA n'est pas complètement différente. Hein. C'est-à-dire que pour toute technologie, on a des phénomènes de ce qu'on appelle de hype. D'accord, puis de déception, puis à la fin, on arrive ou pas à une forme de plateau d'usage. Il y a forcément un moment où c'est la technologie de demain, en général c'est le pic boursier, après on dit ouais non finalement en fait peut-être qu'on s'est un petit peu emballé, là on a un petit repli boursier, et puis ensuite la technologie elle fait son chemin dans les années qui suivent. Ça a été le cas par exemple sur les casques qui patinent un peu, commencent à aujourd'hui s'installer, mais à s'installer en tant que niche dans le monde industriel, par exemple. C'est là aujourd'hui que les casques de VR et de réalité augmentée trouvent leur public. À ce stade, c'est pas dans le grand public sur le divertissement, par exemple, ce qui était une des promesses initiales de Meta. Et donc, moi, oui, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, les entreprises ont intérêt donc à annoncer régulièrement de nouvelles promesses un petit peu délirantes, parce qu'à chaque fois, ça renvoie à un nouveau cycle de hype pour contrer la déception précédente. Mais à côté de ça, on a les pouvoirs publics qui sont un petit peu démunis, qui se retrouvent parfois simplement à être à la merci de ces discours de ces grandes entreprises, et notamment en ce moment dans le numérique, c'est assez fort, puisque les entreprises les plus cotées au monde sont globalement des entreprises du numérique, ce sont des entreprises qui dégagent des bénéfices colossaux. Donc, vous êtes, sans le moindre mépris, mais vous êtes le chargé tech d'une petite collectivité française, et vous voyez Google qui vous dit, ou Meta qui vous dit cette technologie, c'est la technologie de demain, et nous on investit massivement dedans. Vous dites, ah bah, si je peux avoir une ou deux petites entreprises dans mon territoire qui arrivent à fabriquer des trucs qui vont aller dans cette technologie-là, moi je suis super content et on est refait. Et donc évidemment que les pouvoirs publics, étant comme ça en recherche permanente de relais de croissance, sautent sur l'occasion, hein, ce qu'on appelle la peur de rater, quoi. La fear of missing out, on ne veut pas rater l'opportunité. Et donc à défaut de savoir, on a une incertitude, on se lance. Et donc in fine, même quand dans le secteur privé, on l'a vu par exemple avec les actions de Meta, hein, qui en gros ont connu un envol puis se sont effondrées peu de temps après avec ces stratégies du métaverse, eh bien n'ont pas empêché en effet les investissements publics et les plans d'investissement public. Y a-t-il une dernière question? Oui, allons-y. Oui, je trouvais intéressant aussi de réfléchir tout petit peu dans l'autre sens. J'imagine que vous l'avez fait aussi. C'est-à-dire qu'on présente beaucoup le technosolutionnisme comme un truc dangereux, et je suis totalement d'accord avec vous. Mais en même temps, est-ce qu'il y a des gens qui se posent la question inverse? C'est-à-dire qu'à quelles conditions, finalement, le métaverse, par exemple, pourrait remplacer des voyages en avion? Et dans quel cas d'usage bien spécifique, on pourrait vraiment avoir un effet bénéfique? Parce que juste pour... au passage rappeler, sans numérique, pas de photovoltaïque, pas de nucléaire, pas de décarbonation dans ce sens-là. On a de l'intermittence dans nos réseaux. On espère quand même mieux comprendre ce qui se passe et pouvoir le piloter en temps réel grâce au numérique, etc.
Donc ça pose toutes sortes de problèmes le numérique, mais ça résout aussi beaucoup de choses. Et ça permet par exemple de régler nos pompes à chaleur, qui sont quand même des inventions tout à fait intéressantes pour essayer de faire face aux défis climatiques. Donc à nouveau ma question, est-ce qu'il y a des chercheurs qui mettraient un pilote dans l'avion finalement d'innovation numérique? Alors il y a plusieurs lignes de financement aujourd'hui qui émergent justement à ce propos. Il y a quelques projets de recherche qui commencent à émerger à ce propos. On discutait récemment avec Benjamin Ninassi qui travaille à l'INRIA, qui est en gros second sur les questions de l'environnement à l'INRIA. Et donc nous, par exemple, un des éléments qui nous a intéressés, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure sur les métaconférences. En fait, la métaconférence, on peut très bien imaginer qu'elle soit bénéfique du point de vue environnemental et qu'elle puisse en effet, grâce à un caractère plus immersif, éviter un certain nombre de voyages, que ce soit des voyages en voiture ou que ce soit des voyages en avion. La question c'est, est-ce que le caractère immersif, il doit passer par un nouveau terminal? Parce qu'en gros, on l'a vu, hein, le gros c'est la production et puis ce sont les terminaux. Si on peut avoir quelque chose de plus immersif en se passant de la production de nouveaux terminaux, là sans doute qu'on aura tout à gagner. Deuxième élément, c'est, pour revenir sur cet effet rebond dont on parlait, déjà sur le numérique, en fait, si on pouvait se dire que produire des solutions en étant économe sur la demande de puissance de calcul, ça serait déjà un bon bénéfice. Tout simplement, en fait, on a des ordinateurs qui sont de plus en plus puissants, une puissance qui n'a pas toujours lieu d'être et qui n'est pas toujours fondamentale pour les usages que l'on en fait. Je pense notamment aux iPhones, par exemple, et aux téléphones portables. Il y a beaucoup de téléphones portables qui sont beaucoup plus puissants que ce dont on a besoin pour passer nos appels et puis faire tourner 3 applications. Donc on a une perte comme ça de puissance qui est assez colossale. Et je pense, par exemple, autre exemple, je pense qui est fort, les mises à jour de Windows. Le fait de maintenir ou pas une version de Windows. J'ai plus l'association ou l'entreprise qui avait fait l'estimation. La fin du support de Windows 10 condamnait quelque chose comme 230 ou 240 millions de PC qui sont fonctionnels mais qui devaient en fait être jetés parce qu'ils leur processeur n'allait pas pouvoir supporter une version supérieure de Windows, mais Microsoft avait décidé d'arrêter de maintenir Windows 10 parce que c'était trop coûteux pour eux. Donc on se dit d'accord, en fait sur une mise à jour, on perd 235 millions de tours d'ordinateur. C'est une folie. Donc voilà, ce genre d'élément-là, oui, en effet, peut permettre de rendre le numérique bien plus soutenable à long terme. Et il y a de plus en plus de fléchage de travaux de recherche par les pouvoirs publics en France, vraiment qui arrivent depuis notamment l'année dernière. En fait, on a de plus en plus d'opportunités de lancer des recherches là-dessus. Et ce sera le mot de la fin. En tout cas, on se réjouit vraiment de découvrir les suites de la publication de ce rapport. Merci infiniment encore pour votre propos. On peut vous applaudir encore une fois, effectivement. Et on peut aussi ajouter qu'en complément peut-être à votre propos, il y a on peut renvoyer à la vidéo d'Aurore Stéphan qui a fait une conférence absolument phénoménale à l'Amphimax. Elle est sur le site sur la chaîne YouTube de la faculté de l'Université de Lausanne. Je vais y arriver. Voilà, Aurore Stéphan sur l'impact minier du numérique. Voilà. Et notre prochaine invitée, c'est Stéphanie Bahu, qui va maintenant venir s'installer, que j'invite à venir s'installer à la table.